dans ce débat Faire croiser. C'est ce mardi 16 janvier 2018 qu'on choisit 10 fronts centrales syndicales. Et bien évidemment pour enclencher un mouvement général de débrayage dans l'administration publique béninoise. Alors, lequel mouvement, vous le savez, vise à mettre la pression sur l'autorité centrale pour lui exiger peut-être la non-homologation, la non-promulgation, devrais-je dire, de cette loi adhérente au retrait de droit de grève, bien évidemment, au secteur de la santé, de la justice et aux paramilitaires. Et vous le savez, dans ce mouvement général, ce ne sont plus les secteurs suscités qui sont seulement concernés. Il y a désormais une solidarité. L'éducation s'est lancé aussi. Et beaucoup d'autres secteurs de l'administration béninoise et des ministères seront, si nos informations sont vraies, eh bien, paralysés. Mais c'est vrai que hier, il y a eu la constitution d'un collectif, je dirais, des syndicats de l'administration publique qui se proposent, se propose d'éteindre le feu, de dissiper ce mouvement de débrayage. Eh bien, on l'a suivi dans le bulletin d'information présenté par Samson Oké tout à l'heure. Ils sont appelés par d'autres les briseurs de grève. Eh bien, pour voir tout ceci, nous avons réuni sur ce plateau M. Julien Oussou. Il est coordonnateur national de WANEP Bénin. Il sera face à Zéphirin Aouga, qu'on ne présente plus. Il est activiste des réseaux sociaux. Il est philosophe de formation. Ils vont réfléchir sur la thématique, le sujet que voici, la presque généralisation de la grève au Bénin. Et après, nous allons démarrer par M. Julien Oussou. Bonjour à vous. Bonjour, chers amis. Bonjour, chers téléspectateurs de Eden TV. Eh bien, M. Oussou, vous avez suivi l'actualité comme tout autre Béninois. Revenons à votre lecture de la forme des grèves au Bénin. Démarrons, je devrais dire par là. Merci beaucoup, merci. Disons que c'est un fait qu'il faut reconnaître que nous avons un problème. Nous avons un problème concernant les grèves du point de vue des fréquences et des conséquences, disons, de ces grèves-là dans le pays. C'est vrai aussi que quand on regarde et quand on voit les conséquences, il faut aussi aller vers plus d'objectivité pour se rendre compte que les grèves ont aussi aidé à quelque chose dans l'administration. C'est-à-dire qu'il faut se poser la question, est-ce qu'on aurait ce niveau de SMIC encore très bas aujourd'hui s'il n'y avait pas ce moyen de pression sur l'autorité? Est-ce qu'on aurait, disons, le service, la qualité qu'on a aujourd'hui dans l'administration s'il n'y avait pas? Parce que il faut se rendre compte de ce que aucun employeur ne se lève spontanément pour améliorer les conditions. Là, vous évoquez là la grève utile. La grève utile. Mais quand on est face à la grève, il faut alors aussi se rendre compte, là, dans le contexte que nous voyons, que nous sommes, de mon point de vue, le problème que nous avons, ce n'est pas la grève. Le problème que nous avons, c'est comment nous conduisons le dialogue social et c'est quel sort nous réservons aux accords issus du dialogue social. C'est peut-être tout ça qui fait que finalement la grève revient comme le moyen ultime, le moyen le plus sollicité, alors que ça devrait être le moyen de dernier recours, de mon point de vue. Et donc, quand on se pose la question aujourd'hui, dit l'effet de la grève, l'impact, on est tous conscients que ça a des incidences sur l'économie, sur le citoyen, sur le contribuable, sur l'usager des services de santé, ainsi de suite. Mais le problème que nous avons, il faut aller le chercher ailleurs. Comment nous conduisons le dialogue social? De mon point de vue, encore une fois, voilà les syndicalistes très rodés en matière de négociation et autres. Voilà une administration qui change. Et il suffit d'être directeur de cabinet ou d'être ministre pour se retrouver face à des agents très rodés en négociation. Au finish, on a des accords, on n'arrive pas à les appliquer. On est là aujourd'hui, on peut ressortir des tiroirs des accords qui datent de 2006, des promesses de 2006, mais non encore honorés. Donc voilà un contexte qui pousse. Autrement dit, la grève naît de la mauvaise gestion, de la mauvaise conduite du dialogue social et du sort que nous réservons aux accords issus du dialogue social. On va revenir tout à l'heure sur ce dialogue social que vous évoquez tantôt. Monsieur Zéphirin Aouga, quelle est votre lecture? Comment appréhendez-vous la grève au Bénin? Merci beaucoup. Et moi, j'ai toute autre approche du problème. Et je vois le Bénin. Moi, je ne vois pas des employés
et un employeur, quand on raisonne comme ça, nous serons toujours dans cette guéguerre-là. Il ne peut, pardon, il ne peut y avoir grève que... Une seconde. Ce que mon ami a dit, tout est cohérent. J'ai dit, moi, je suis philosophe, je veux raisonner autrement. C'est que moi, Aouga Zéphirin, je ne voudrais pas que le Béninois, qui a la chance de travailler pour l'État, ne se considère pas comme un employé qui est devant un employeur. Que nous sommes chez nous. Nous sommes dans notre famille. Et c'est encore les Béninois, rien que les Béninois qui vont construire ce pays. Et que au Bénin, parmi les enfants que nous construisons pour notre famille, qui est la famille qui est Bénin, la famille Bénin, il y a parmi nous certains qui ont des qualités, des compétences pour servir à un certain niveau pour l'ensemble de tous les autres. C'est ainsi que dans la famille, chacun a son travail et chacun participe au développement de la famille, dont les paysans, les émigrants qui nous écoutent aujourd'hui, ils contribuent. Et nos femmes qui sont dans le marché, ils contribuent. Tout le monde, vous qui êtes ici, vous contribuez. Tout le monde contribue. Alors, dès qu'on, psychologiquement, on se considère comme ça, je crois que nous sommes tous appelés à voir quelle organisation mettre en place pour que chacun à son niveau puisse apporter ce qui est nécessaire pour l'évolution de l'ensemble. Et en ce moment-là, nous devons comprendre que nous ne pouvons être riches que de ce que nous générons. Nous générons quoi comme ressources? Et quelle que soit la famille, M. Roussou qui est là, il est jeune certes, mais il doit avoir certainement une femme, des enfants et tout. Et il ne gère sa famille que par rapport à ses ressources. Quels que soient les besoins, les désirs, les envies que lui-même ou sa famille ou ses enfants ont, il ne peut rien faire sans les ressources dont il a qu'il possède. Qu'il possède. Et de la même manière. Justement de ces ressources. Et de la même manière, quand on me dit que, oui. Je n'ai rien contre ça. Quand on me dit que c'est vrai que la grève serait la conséquence des négociations qui ont été mal faites. C'est une évidence. C'est une évidence. Et je dis que c'est cohérent. Je ne conteste pas. Je suis en train de faire un développement. Quand on me dit que la grève serait la conséquence des négociations qui ont été mal faites, des négociations ou des accords qui ont été pris, qui n'ont pas été respectés et tout, quand on dit ça, mais il faut aussi se demander sur quelles ressources. Des accords qui ont été pris, sur quelles ressources. Des négociations qui ont été faites, sur quelles ressources. Aujourd'hui, le monde aujourd'hui... Qu'entendez-vous par ressources? Ressources, le Bénin, nous produisons quoi? Nous avons quoi comme ressources? L'argent. Puisque les revendications, in fine, ont des implications financières. Voilà. Et même d'autres implications qui n'ont pas d'implications financières, qui sont concernées qui sont des questions d'avancement et tout ça là. Ce ne sont pas l'exécutif qui fait les avancements. C'est encore les travailleurs qu'on a mis dans des secteurs donnés qui sont appelés... Je pense que c'est un argument, pour moi, qui m'a l'air un peu facile si on avance que le déficit de ressources, enfin le manque de ressources pour ne pas... Et sans que vous ne m'avez pas suivi du tout. Bien sûr. Du tout. Bien sûr. Du tout. Parce que le point capital sur lequel vous revenez, c'est la ressource. Non. Ah, c'est grave ça. Il faut générer des ressources. Non, c'est grave. S'il n'y a pas de ressources, on ne pourra pas... C'est très grave. C'est très grave. On ne pourra pas satisfaire. C'est très grave si vous comprenez les choses comme ça. Une seconde, laissez-moi vous expliquer. J'ai dit que pour moi, il faut il y a un aspect psychologique. Et que le Béninois, tout Béninois, dans l'administration, ne doit pas psychologiquement se considérer comme un employé. Mais plutôt dans une famille, vous l'avez évoqué. Voilà. Oui. Donc, je suis en train de faire appel à une certaine forme de solidarité. Au-delà des intérêts, au-delà des...
de ce qui revient Une à solidarité, chaque membre de cette une famille. solidarité naturelle, que nous le veuillons ou pas, nous sommes dans une relation de solidarité. Et peut-être que nous n'avons pas conscience de cela, mais nous sommes absolument dans une relation de solidarité. Parce Justement, qu'aujourd'hui, je ne vous dis pas le contraire. Avant de venir ici, peut-être que vous avez pris de la bouillie. Et vous allez peut-être, de manière inconsciente, croire que la vendeuse de bouillie n'a fait la bouillie seulement que pour elle-même, que seulement pour avoir de l'argent. Vous convenez avec moi que... Elle l'a fait aussi pour rendre service. Vous convenez avec moi que M. Oussou n'est pas obligé de consommer tout votre point de vue. On verra quelle est sa position sur votre argumentaire de... Il semble que lui, il a certainement compris ce que j'ai dit. Oui, on attend de voir. Je ne l'ai pas contredit. Justement. Du tout. Justement. Il a pris un aspect de la question. Oui. Moi, je convie nos auditeurs à considérer aussi un autre aspect de la question. Très bien. Je ne l'ai pas contredit, sinon je lui ai dit, ce qu'il a développé était cohérent et tout. Oui, vous l'avez dit. Voilà. Vous l'avez dit. Donc, je ne suis pas dans un débat contradictoire. Monsieur Oussou. Je suis philosophe et moi je raisonne. Et je vois plusieurs autres aspects. Et je tiens compte du fait que nous sommes obligés de construire ce pays et c'est encore les Béninois qui sont obligés de construire. On peut se taper dessus, on peut tout faire. Nous ne finirons pas comprendre que chacun doit on va y revenir. Se sacrifier un peu pour que l'ensemble puisse tenir. Voilà, vous tenez à votre relation de solidarité, Monsieur Julien Oussou. Merci beaucoup. J'espère qu'un jour j'aurai cette capacité qu'a M. Zéphirin de garder la parole. Parce que si je la garde comme ça, encore aussi... Non, je pense que c'est une lecture de la chose, mais aussi se rendre compte de ce que dans notre contexte, cette lecture, elle risque de ne pas être partagée par beaucoup de gens. Pourquoi ? Vous voyez, d'abord, la gouvernance doit être si transparente pour me permettre de me rendre compte, sans qu'on ait besoin de me convaincre longtemps, qu'il n'y a pas de ressources dans le pays. La gouvernance doit être si transparente. Rappelez-vous simplement qu'il y a plusieurs recrues... Pour que chacun adhère. À plusieurs occasions, l'autorité centrale dit qu'il n'y a pas de l'argent. Et des acteurs ou du personnel du ministère des Finances arrivent à nous démontrer que ce qu'on dit là, ce n'est pas vrai. Il y a de la ressource dans le pays. C'est comment on oriente les ressources. Première chose. Deuxième chose, rappelez-vous que dans ce pays, au même moment qu'on dise qu'il n'y a pas de ressources, il n'y a pas de la ressource pour faire ça, il y a quand même beaucoup de dossiers de malversation, beaucoup de dossiers de malgouvernance, beaucoup de dossiers de corruption. Ça voudrait dire que le problème n'est pas, de mon point de vue, un problème de ressources indisponibles, mais c'est comment on oriente les ressources, comment on redistribue les ressources, de toutes les façons. Parce qu'au demeurant, quand je suis, qu'on le veut ou non, c'est un contrat qui lie un individu, ce n'est pas tous les individus qui sont au service de l'administration. Et donc, on ne peut pas espérer que celui qui est au service de l'administration, qui n'ait pas les moyens vraiment de travailler. Vous savez, il y a assez de choses qui frustrent les gens. Et c'est sur ces frustrations que vous allez observer aujourd'hui les mouvements de grève. Vous n'allez pas comprendre pourquoi les gens sont si tranchés en faisant la grève. Il y a 2 ans, ceux qui sont dans l'administration publique, certains, moi j'ai rencontré des chefs de service qui ont le besoin du minimum. Ce n'est pas ça le problème. On a dit il y a des primes en trop dans le pays. Il faut les supprimer. OK, on a fait la promesse, quand on va les supprimer, on va améliorer, disons, la rémunération. Oui. C'est une promesse. Le salaire de base. Si on l'a fait, il faut l'honorer, il faut la respecter. Mais ça fait 2 ans qu'on ne l'a pas honoré. Et donc, les gens sont restés... Il ne faudrait quand même pas tout leur arracher. Sans les primes, mais ils sont restés. C'est ça les grosses préoccupations qui sont là. Les gens ne le savent pas. Et c'est comme je dis, on a sorti une déclaration dans le cadre de l'organisation que je coordonne pour dire que les acteurs de la grève doivent savoir que quand ils vont tirer trop long ou trop fort le bouchon, ça peut encore se retourner contre eux. Parce que le citoyen voudrait, disons, être satisfait, voudrait être servi. Et donc, de ce point de vue, on ne peut pas demander à l'employé qui va au service, qui met son temps. Si on n'organise pas correctement le service pour qu'il soit au service, pour qu'il travaille du matin au soir, c'est un autre problème. Mais qui sort de la maison pour n'aller faire que ça. Il a une famille, vous le dites, il a une famille qui a des besoins, qu'on le veut ou non, il y a des besoins incompressibles sur lesquels il faut quand même qu'il arrive à satisfaire. Et dans le même temps, on ne voudrait pas qu'il soit corrompu. On ne voudrait pas que la corruption évolue dans le système. Et on ne voudrait pas lui donner les moyens d'espérer, disons, le mieux. Quand on sait que la politique peut s'en mêler pour qu'il soit là, au même niveau, et qu'on n'arrive pas, qu'on ne puisse pas lui faire de l'avance, qu'on le veut ou non,
Si on était dans un système qui avait dit de façon claire que chaque 2 ans, on ferait ci, et que si vous ne le faites pas en tant qu'autorité, vous êtes sanctionné. Si on était dans un système qui disait que quand on prend un accord, on a essayé de clarifier, tout le monde a compris qu'effectivement, il y a de la ressource, il n'y en a pas avant de prendre l'accord, et que dans tel délai, l'accord doit être exécuté. S'il n'est pas exécuté, il y a une sanction qui vient. Si on était dans un système aussi transparent, les gens n'iront pas à la grève. C'est mon point de vue, les gens n'iront pas à la grève. Et on est là aujourd'hui à constater. Vous voyez, les acteurs de la justice ont fait une trêve de 2 mois. Ils ne sont pas aussi si tranchés. Parce qu'on leur a dit, donnez-moi 2 mois. Ils ont fait la trêve de 2 mois. Ils n'auraient pas eu cette trêve de 2 mois s'ils n'avaient pas utilisé la grève. J'ai rencontré un responsable syndical. Il m'a dit, depuis 2016, il envoie des courriers de demande d'audience à son ministre pour aller discuter des problèmes de sa corporation. Le ministre ne l'a pas reçu. Excusez-moi. Mais 2 ans après ou 1 an après, il va chercher d'autres moyens. Et il y en a dans les textes de la République. Donc, c'est vrai, la notion de famille, c'est vrai que ce sont les Béninois qui doivent construire, mais on ne peut construire une nation que si on traite tous les citoyens de cette nation de façon équitable. Certains ne peuvent pas avoir, disons, à eux seuls, le salaire de 30, 40, 50, disons, des gens qui ont le même niveau qu'eux, hein, mais parce qu'ils se sont retrouvés à un poste politique, 50, 60 fois le même salaire, et on va demander aux autres de rester au même salaire et de ne même pas aspirer. Ça, c'est un besoin humain, d'aspirer au mieux. D'aspirer au mieux, de chercher le moyen pour aspirer au mieux. Mais il faut que la gouvernance soit transparente, il faut que les moyens soient transparents, et que si on arrive à me convaincre de ce qu'il n'y a pas de l'argent, même si je commets le plus grand expert du pays sur les questions de finances, qui n'arrive pas à me dire qu'il y a des moyens et qu'on les a orientés, disons, de façon à ne pas satisfaire ce qui constitue les besoins fondamentaux de l'individu. Et de cette façon, je pense que si on n'en avait pas besoin, si on n'avait pas besoin de la grève, ça n'aurait jamais été comme un élément, un moyen dans nos tests de la République. N'oubliez pas l'histoire, d'où nous venons. C'est des éléments pour nous et je suis convaincu que sans ça, on n'aurait jamais le niveau d'administration qu'on a aujourd'hui, le niveau de rémunération qu'on a aujourd'hui, parce que le SMIC chez nous est encore à un niveau donné. Aller dans d'autres pays, ce n'est pas à ce niveau-là. C'est vrai. On n'aurait pas pu avoir ça si on n'a pas ce moyen-là. Et ce moyen, il est fondamental. Et regardez, comme je dis, j'ai dit hier sur une chaîne de télévision, en 2011, on avait trouvé que c'est la douane qui était comme secteur sensible, qu'il fallait supprimer le droit de grève. Oui. En 2018, on est déjà à la justice, à la santé, et on a élargi à tous les corps paramilitaires. Oui. Dans 5 ans, on trouvera que d'autres secteurs sont des secteurs sensibles et qu'il faut leur retirer le droit de grève. À cette allure, pourquoi alors? Donc on est là dans un canal de, disons, de recul, qu'on le veuille ou non. C'est un moyen important. Parce que je ne suis pas sûr que, même si le pouvoir, l'exécutif d'aujourd'hui, c'est-à-dire que le pouvoir, je veux dire, le président d'aujourd'hui a cette capacité à donner les moyens sans qu'on le réclame, je ne suis pas sûr que le président qui viendra après lui aura aussi la capacité de remettre de l'argent sans qu'on le réclame. Et donc, il faut ce moyen pour contraindre celui qui a, disons, l'assiette financière ou l'enveloppe financière du pays, qu'il ait ce moyen de lui faire pression pour qu'il pense à redistribuer. À plusieurs occasions, ce sont ces moyens qui ont permis d'améliorer la redistribution, disons, des ressources du pays. Sinon, certains, et surtout la politique, peuvent s'en accaparer et ce serait dommage. De frustration en frustration, les réactions peuvent venir. Merci Julien Oussou. Zéphirien Aouga, vous avez suivi votre vis-à-vis Julien Oussou qui vient d'exposer dans son argumentaire. On a compris que s'il n'y a pas une redistribution équitable des ressources du pays, on ne saurait opter pour la solidarité tant que vous tentez de prôner. La redistribution est fonction de l'organisation aussi et du travail. Et nous ne pourrons que redistribuer ce que nous avons produit. Parce que le développement là est très bien. Mais il faut aussi aller au-delà de ça pour savoir comment le travail se fait aussi. En temps normal, lorsqu'il n'y a pas de grève. Lorsqu'il n'y a pas de grève. Et le pays que nous avons, puisque ce sont les Béninois même qui doivent chercher les sous, produire l'argent pour qu'on puisse avoir les moyens pour pouvoir répartir et redistribuer et satisfaire chacun à son niveau selon et sa contribution selon l'effort qu'il fournit pour le développement de l'ensemble. Mais est-ce que le travail même se fait de cette manière? Parce que on nous parle des grèves, mais il y a aussi d'autres insuffisances au niveau même du travail. Oui. Donc, en général, il y a un problème d'organisation
qui interpelle les intellectuels que nous sommes et tous ceux qui ont les qualités de servir la nation et qui se disent intellectuels. Qu'ils reviennent corriger, qu'ils reviennent à chaque cadre, à divers niveaux. C'est général, que ce soit les gouvernants, tout ça. Ce n'est pas un argument qu'on se doit d'avancer en période de débrayage. Ah non, moi je ne suis pas concerné par la période de débrayage. Moi je suis un libre penseur, je réfléchis et je suis en train de dire, que ce soit aujourd'hui, demain ou après-demain, les choses essentielles sur lesquelles nous sommes obligés de nous asseoir et réfléchir pour voir comment nous allons nous organiser pour aller loin. Il parle comme moyen de grève et il a dit quelque chose subtilement, je ne sais pas si vous avez dit que c'est ce qui avait été retenu, et sinon, si ce n'était pas nécessaire, ce ne serait pas retenu dans nos lois. Mais nous pouvons aussi, si nous le voulons, si le peuple le veut, et que si les Béninois le veulent, dire que ce moyen-là, nous n'avons pas besoin. Maintenant, avant qu'on nous dise cela, il faudrait qu'il y ait le sens d'organisation, le sens élevé de responsabilité et le sens élevé du patriotisme aussi, parce que nous devons savoir. Le général Mathieu Kérékou disait quelque chose et personne n'a compris. Mais malgré que lui-même ait expliqué ce qu'il entendait par ça, les gens l'utilisent aussi, ne l'utilisent pas bien. Il disait quoi? Il disait il traitait les cadres béninois d'intellectuels tarés. Et il a eu la chance de l'expliquer un jour. Il dit qu'ils sont tarés. Pourquoi, monsieur le président? Il dit qu'ils sont tarés parce qu'ils se comportent dans leur propre pays comme des colons. Ils se comportent dans leur propre pays comme des colons. Et c'est très profond pour montrer que ce ne sont pas les Gabonais qui viendront développer le Bénin. Ce ne sont pas les Européens qui viendront. Aujourd'hui, quelqu'un a dit que les Africains, c'est un pays de merde et tout. Et puis, il y a des gens qui s'agitent. Ça veut dire que nous devons savoir ce que nous voulons, connaître nos forces et faiblesses et accepter les souffrances, les contraintes de l'action, de l'engagement. Si nous n'avons pas... Sans la résignation. Ce n'est pas sans la résignation. C'est chacun. Je ne parle pas... Sortons du carcan que ceux qui sont dans l'exécutif sont séparés et que nous autres, nous sommes séparés. Nous devons faire un. Si nous voulons évoluer, nous devons faire un. Comprendre que nous devons faire. Et ce que je dis, ça concerne aussi bien ceux qui ont la chance de nous diriger que nous autres qui sommes appelés à contribuer à ce. Puisque dans une famille, M. Oussou vient de sortir de sa maison, dans une famille, l'équité n'est toujours pas observée. Soyons sérieux quand nous faisons les débats. Prenons des exemples concrets de notre vécu. Faites-le déjà. L'équité, lui, certainement, je ne veux pas parler de lui, je parle de moi-même. Moi, j'ai femme, enfant et tout. Mais c'est moi qui sais, peut-être que c'est moi qui apporte les ressources à la maison et tout. Peut-être que madame contribue aussi un peu. Ouais, peut-être on n'a pas le même niveau et de choses là, le même niveau d'apport. Mais pour que la famille puisse rester sur une ligne donnée, qui est harmonie. pour que nous puissions nous retrouver sur une ligne donnée, il faut une certaine forme, qu'on le veuille ou pas, de dictature. Ah oui? Soyons sincères. Comprenez, quand on dit dictature, quand... Non, Une seconde. Plutôt de rigueur. Je suis avec des intellectuels. Quand on dit dictature, ne prenez pas ça comme autre chose. Il y a une certaine forme de rigueur. Je suis parti de d'ordre. Je suis parti de l'équité. Il y a une certaine forme d'ordre. Et l'ordre aussi, on l'impose parfois. Ce qui peut sembler comme une dictature et qui n'est pas, et qui parfois est consubstantiel au résultat que l'on cherche. Vous voulez dire comme l'autre, vous voulez parler comme l'autre de la dictature du développement? Ça peut être une expression. Qu'on peut, si on veut, nous les intellectuels, nous avons cette facilité-là, où on peut rester ici, faire une semaine, à ne pas s'entendre, à ne pas vouloir. Il suffit simplement de chercher à comprendre ce que l'autre veut dire, puisque les mots aussi, parfois, ne traduisent pas forcément les idées que nous avons. Les mots aussi ne traduisent pas forcément. Quand je dis ça, je veux dire que dans une maison, il y a un père de famille qui, parfois, il lui arrive d'intimer l'ordre. Oui.
intimer l'ordre, d'imprimer le rythme. quand vous intimez l'ordre ou bien d'imprimer le rythme, ça peut ne pas être du goût de votre femme. Mais elle voit que, au fait, vous le faites pour l'intérêt de tous. Et qu'elle, personnellement, peut-être, elle n'est pas trop pour ça là. Mais il y a que vous êtes dans une relation, et cette relation aussi, il faut tout faire pour la préserver. Et pour la préserver, tous ceux qui sont dans cette relation sont obligés de céder une partie. Monsieur Ouga, oui, on vous aura compris. C'est normal. De se sacrifier un peu pour l'ensemble. Et c'est à cela que moi, j'invite, je ne suis pas en train de critiquer les syndicalistes, je ne les condamne pas, puisque M. Oussou a très bien rappelé que ce qu'ils font, c'est prescrit par nos lois, c'est leur droit, et c'est un moyen que la loi leur a permis, leur doté de cette loi-là, et ils en ont le droit de l'utiliser. Mais quand vous avez du couteau chez vous à la maison, quand vous avez du couteau, nous savons, nous utilisons tous le couteau. Nous pouvons l'utiliser à la cuisine, faire plein de choses et tout, mais au même moment, on peut tuer quelqu'un avec le couteau. C'est vrai. Donc c'est pas parce que vous avez ce moyen-là, et que dans ce pays, si on veut être un peu jaloux et faire une analyse comparative pour voir ceux qui sont un peu privilégiés, il est vrai que les apports, les apports à certains niveaux, il y a des sacrifices et tout, à certains niveaux, ne sont pas équitablement répartis. Mais on ne peut pas quand même, si je prends le magistrat et le paysan, et je demande à M. Oussou, qui des deux est plus important? Monsieur Ouga, une chose tombe bien sous le sens. Vous le savez, nous sommes tous unanimes sur le fait qu'aucune structure, aucun pays correct ne saurait évoluer sans une note de rigueur. Oui, je fais mien votre développement. Si je prends le magistrat, et je prends le paysan, et je prends le ZEM, rien que le ZEM, je prends les trois. Je demande à M. Oussou, dans ce Bénin-là, les trois là, de me dire lequel des trois est très important. Je suis sûr que, connaissant son intelligence et tout, il me dira que les trois sont nécessaires et indispensables pour nous tous. Il n'y a pas plus important que votre part. Donc, c'est comme ça que nous devons concevoir en tant que Béninois notre pays et savoir que malgré tout, nous sommes des frères. Qu'on le veuille pas. Et que le problème n'est pas... Nous devons opter pour la solidarité, pour l'unité. Ce n'est pas que telle personne est au pouvoir, je ne suis pas d'accord avec lui, mais nous avons été aux élections. Et je n'ai pas réussi, j'ai échoué. On va garder cette rancœur-là toujours parce que lui, il dit les WANEP, donc je vois qu'il n'est pas, dans les conciliables et tout. Il y a un relent politique aussi dans ces choses-là. Et nous autres, vous et moi, qui n'avons rien à voir dans ces choses-là, nous devons appeler les uns et les autres de comprendre que l'amour pour la patrie n'a qu'à être au-dessus de tout. Très bien, au-dessus des intérêts égoïstes. Voilà. Oui, Julien Oussou. Oui, je commence pas à aimer vraiment ce débat. Et je vous remercie pour m'y avoir invité. Non, je suis totalement d'avis sur la chute et c'est malheureusement déplorable que la politique se mêle de tout, disons, dans notre pays. Que les intérêts égoïstes La politique vraiment se mêle de tout dans notre pays. Mais aussi, quand on veut gouverner, on ne peut pas aussi ne pas y mettre un peu de politique. C'est pousser la politique au bout, pousser la politique au début à la fin, pousser la politique au détriment de l'intérêt national qui est le problème. Et donc, de mon point de vue, et ça, on continue de le clamer, on doit faire en sorte, dans une république, que l'on ait vraiment l'impression d'être dans un état de droit. Et on doit faire en sorte, dans une république, que quand on a des positions, qu'on ne puisse pas avoir un soupçon de ce que cette position, elle est motivée par quelque chose. Que vous le veuillez ou non, si la base a cette impression, ça y raconte, disons, vos arguments, la réussite éventuelle que vous aurez dans la conduite. Toute la bonne foi qui aurait... Sur le débat de la grève, il faut toujours que moi, alors, qui est-ce qui a demandé ou qui est-ce qui a institué la trêve que les syndicalistes donnent chaque fois quand un nouveau président vient au pouvoir? Ça dit que quelque part là-bas, il y a aussi une certaine conscience de dire il n'était pas là, il n'était pas comptable, on lui laisse. Et il faut remarquer que pour cette fois-ci,
la trêve a encore été particulièrement longue. D'habitude, on faisait autour de 90 jours de trêve et après les gens reprenaient. Mais cette fois-ci, ça a été particulièrement long. Ça voudrait dire qu'il y a aussi de l'autre côté une certaine conscience. Et vous avez, autrement dit, toutes les conditions étaient vous avez dit, posées vous pour avez, éviter vous avez dit cette très crise. vrai. Comment est-ce qu'on est organisé pour que les gens se sentent comme, disons, aussi considérés? Et quand il y a une gouvernance qui donne l'impression que vous le veuillez ou non, et c'est pourquoi j'ai réagi un peu à la notion de dictature. On peut avoir des approches, disons, pour conduire, mais ça, ou pour intimer des hommes, mais ça, il faut préalablement trouver le temps d'expliquer. Si vous ne le faites pas, même en famille, vous aurez tout le temps des conflits dans votre famille. Il faut trouver le temps d'expliquer à ceux qui vous entourent, à ceux vers qui vous allez envoyer l'ordre, il faut leur expliquer pourquoi est-ce que vous voulez le faire et pourquoi est-ce que vous devez le faire et quels sont les éléments qui vous permettent de le faire. Si j'ai les mêmes informations que vous, il y a de fortes chances que je vous comprenne, même si je ne prendrai pas la même décision que vous. Et donc, quand on est dans une situation où les rumeurs sont beaucoup plus, et l'information vraie, l'information juste, l'information qu'on doit avoir, l'accès à l'information cause problème, il ne faut pas espérer que les gens comprennent, même quand vous venez dire c'est blanc, en tant qu'autorité, que les gens vous suivent, vous comprennent. Dans ce que, même quand vous êtes chef, vous dites je n'ai pas d'argent, que les gens vous croient que vous n'avez pas d'argent. Parce que par le passé, et le passé rattrape toujours. Et donc, de ce point de vue, je pense, c'est vrai qu'il faut appeler au dialogue. Parce que le constat était quoi? Le dialogue finit toujours par être le moyen qu'on va utiliser pour régler les problèmes que nous aurons. Ah oui. Soit on l'a au début et on s'évite de tendre nos nerfs, soit on l'a à la fin, mais quand même, on aura le dialogue. Et c'est à ça que nous appelons les gens pour dire, même si on appelle les gens au dialogue, il faut qu'on tire les leçons de ce que nous devons discuter entre nous. Si nous voulons nous considérer comme famille, nous devons discuter. Est-ce qu'il était normal qu'on le découvre comme ça, dans une plénière, qu'on a supprimé un tel droit? Vous pensez que il fallait au moins faire un débat pour dire, vous risquez, nous risquons d'aller à cette étape-là. Mais pour comprendre que ce n'est pas la suppression, mais c'est peut-être une autre manière d'encadrer la chose. Donc, de mon point de vue, il faut qu'on puisse trouver le moyen de dialoguer. Dans une famille, si vous voulez faire cette dictature dont vous parlez, même si elle est dictature de développement ou de développement de la famille, et que vous n'arrivez pas à communiquer sur pourquoi est-ce que vous devez le faire, devant suffisamment. Parce que aussi, de cette communication et de ces échanges, vous pourrez vous-même apprendre assez de choses. Votre enfant de 5 ans peut vous permettre de voir comment il perçoit vos positions. Et donc, c'est pourquoi il faut donner la parole aux uns et les autres et les écouter. De cette manière, on peut construire et construire durablement. Et c'est ça l'essentiel. Pour dire, personne ne doit être contre la notion de famille, nation-famille. Personne ne doit être contre la notion de, disons, d'arriver à avoir comme une gouvernail. C'est nécessaire, une gouvernail. Mais il faut, tout ça implique des principes et des règles qu'il faut trouver le moyen d'appliquer. Dans un état de droit, comme je le dis, et c'est tout ça qui contribue aussi à la frustration généralisée. Il faut qu'on ait l'impression qu'il y a des tests qui sont au-dessus de tout le monde et que nul n'est au-dessus des tests et qu'on ne peut pas appliquer des tests par opportunité. C'est ça le plus important. Monsieur Oussou, pour finir ce débat, en attendant le dialogue dont vous parlez, que nous attendons tous, et si ce dialogue ne vient pas avant la décision de la Cour constitutionnelle? Vous savez, il faut rester aussi démocrate. Il faut rester démocrate. Quoique, moi, je suis vraiment, et je suis un consommateur vraiment très studieux des décisions de justice dans le pays. Il faut rester démocrate. Si la Cour arrivait à dire que ce n'est pas en violation de la Constitution, ce dont j'en doute personnellement, je ne suis pas constitutionnel, je ne suis pas juriste, et donc il faut trouver le moyen de faire respecter la décision de la Cour constitutionnelle. Et c'est à cela qu'on est sorti aussi une autre déclaration pour dire, mais dans le même temps, des gens de l'exécutif, des directeurs viennent dire qu'il faut envoyer des décisions de la Cour constitutionnelle à la poubelle. Mais voilà la Cour que nous appelons tous maintenant à venir nous aider. Et donc, si la Cour sortait, cela ne veut pas dire aussi que quand la Cour va sortir la décision pour dire il faut que ce n'est pas anticonstitutionnel, que cela soit promulgué et appliqué. Rappelez-vous, dans ce même pays, nous avons eu tout le temps dans nos tests, disons qu'on peut, comment on appelle ça, la peine de mort. Elle est restée pendant longtemps, pourtant on n'a jamais condamné quelqu'un à mort. Ça voudrait dire que l'acte de gouvernance, l'acte de légiférer, ce sont des actes de sagesse. Donc la sagesse peut faire que même quand vous avez la force et la puissance, vous ne l'utilisez pas parce que vous vous dites, ça permet à l'autre de savoir que je suis conciliant et je n'utilise pas la force malgré que les tests me donnent le droit. Si la Cour venait à la rendre conforme
au test de la République, est-ce qu'on ne va pas risquer une atmosphère similaire à celle de 89? Pourquoi risquer? On est où là? Nous réfléchissons. Oui, d'accord, mais pourquoi on va risquer quoi? On a mis la Cour là pour faire quoi? On a mis la Cour pour faire son travail. La Cour est là pour réguler. Maintenant, elle est libre de voir et d'étudier. Mais on a dans ce pays, non? Est-ce que la convergence d'action, d'activisme que nous observons ces derniers temps-là, mais est-ce que en 2011 ou en 2012, est-ce qu'on a eu ça? Est-ce qu'on a eu ça? Mais les gens parlent comme si c'est d'aujourd'hui que l'envie de l'exécutif. Je prends n'importe quel exécutif. Je ne vais pas parler parce que l'exécutif est là. Oui, et demain, M. Oussou peut se retrouver là. En ce moment-là, quand il sera à ce niveau-là, il aura une autre perception totale des contraintes de l'action, des contraintes d'avoir des résultats et tout. Et alors, quand vous êtes dans cette posture-là, la perception change et la manière de faire les choses aussi change. Donc, est-ce qu'en 2011, on avait demandé dans ce pays, un chef de l'État était allé à la douane défoncer les bureaux en présence d'un huissier et tout, au moment où les gens étaient à grève. Et c'est suite à ça que la loi a été introduite à l'Assemblée. On a retiré le droit de grève. Vous voulez que ces actes fassent école? Non, je ne dis pas que ces actes fassent école. Je suis en train d'analyser. Donc, je dis que... Et en ce moment même, on avait demandé aussi qu'on supprime le droit de grève pour les magistrats. Dans ce temps, ce n'est pas ce gouvernement-là. On avait demandé. Pourquoi? Parce que celui qui est à ce niveau-là et qui veut des résultats pour tout le monde, il veut des résultats, il veut avoir de l'argent pour le paysan, pour le ZEM, pour tout le monde, lui, il est obligé de tenir compte de l'ensemble. Alors que les travailleurs, c'est souvent des intérêts corporatistes, c'est leur droit, c'est des intérêts. Maintenant, comment concilier l'intérêt corporatiste à l'intérêt de tout le monde? Et c'est là où se trouve la difficulté, où parfois, lorsqu'on prend des décisions, lorsqu'on pose des actes, on peut trouver ça comme dictatorial ou comme on ne peut. Maintenant, sur toutes les questions, on ne peut pas appeler tout le monde et dialoguer sur toutes les questions. Et c'est pour cela que l'organisation que nous avons dans ce pays, nous avons un parlement, nous avons un exécutif, nous avons le pouvoir législatif. Et l'autre organisation, c'est que nous allons aux élections aussi. Et c'est nous-mêmes qui allons élire ceux qui doivent nous diriger. Donc, si nous ne comprenons pas ça, que déjà en amont, nous participons à certaines formes d'organisation et que nous mandatons des gens pour servir à un certain niveau et que par rapport à ça, nous devons observer aussi une certaine discipline. Il y a une certaine discipline. Monsieur Oga, pour finir, comment entrevoyez-vous une sortie de crise? Ah non, moi j'ai confiance aux Béninois, j'ai confiance au Bénin, j'ai confiance au peuple béninois. Moi je n'ai pas peur du tout. Je crois que tout ça va s'estomper d'ici là, que la Cour n'a qu'à vite faire son travail. De toutes les manières, c'est une Cour béninoise. Pourquoi voulez-vous qu'elle fasse vite? Qu'elle fasse vite pour que tout le monde se range, que ce soit l'exécutif va se ranger, ou bien que ce soit les syndicats vont se ranger. Et puis, bon, on va retrouver le sens normal des choses. Et puis, chacun va respecter la loi. Pour le bonheur de tout le monde, des paysans, des émigrants, des étudiants, des diplômés sans emploi, qui cherchent du travail, qui ne savent pas si un jour ils vont trouver, qui auront la chance d'être employés de l'État aussi. Merci, M. Aouga. Alors, M. Julien Oussou, je pense que... Vous voyez poindre à l'avenir une sortie de crise? Que la Cour constitutionnelle, parce que les positions si tranchées, le délai est si réduit, la grève générale s'est enclenchée. À cette étape-là, c'est la Cour constitutionnelle qui peut, disons, revenir à la charge. D'aucuns parlent de jurisprudence, mais pour moi, il n'y en a vraiment pas. Vraiment, il n'y a pas assez de décisions dessus. Mais aujourd'hui, au moins, il faut se rendre compte. Si en 2011, il n'y a pas eu aussi... Encore qu'il y a deux possibilités, si la Cour devait se prononcer. Voilà. Si en 2011, il n'y a pas eu autant de tollés, c'est parce que personne n'a vu encore que c'était vraiment... Mais là, on a fait une suppression en masse, plusieurs secteurs. Et donc, la Cour, dans sa décision, doit trouver le moyen d'apaiser les citoyens qui voient venir, disons, un recul démocratique, qui voient venir une suppression d'acquis démocratiques. Donc, la Cour doit-elle apaiser ou dire le droit? La Cour doit dire le droit et nous démontrer que ce n'est pas une porte ouverte, comme on a dit en 2011, pour que ce droit-là soit totalement un droit. Mais de toutes les façons,
je reste confiant en cette Cour constitutionnelle. Malgré tout, nous avons confiance en cette Cour constitutionnelle. Nous savons qu'elle saura, comme elle a fait par le passé, nous sortir, disons, d'affaires de toutes les façons. Et ce que l'on doit défendre, c'est la sauvegarde de la démocratie, la sauvegarde des acquis démocratiques, et puis faire en sorte que le citoyen se sente mieux dans cette Une dernière chose pour mon ami Oussou. Je lui ai demandé à mon frère Oussou, si entre-temps... Les rôles sont en train de changer. Non, Le journaliste nous Monsieur pose la question. Ouga a épuisé quand même. Monsieur Ouga a épuisé son temps de parole. Oui, son temps de parole. C'est pas extraordinaire. Oui. On interdisait la grève dans le secteur, une seconde, dans le secteur de la santé. Pourquoi ne voulez-vous que ça? Une seconde, dans le secteur de la pourquoi santé. Ne voulez-vous que ça? Et dans le secteur de la justice. C'est terminé pour le débat. Quel mal sera vous ferez? Les questions. Quel mal sera ferez D'accord. aux paysans? Comme vous l'avez dit, vous allez. Quel mal sera ferez aux femmes qui sont au marché? Monsieur Oussou va y répondre hors antenne, dans les couloirs, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Puisque ici, les questions, c'est moi, je vous les pose. C'est terminé pour ce débat. Faire croiser, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à M. Julien Oussou pour la disponibilité. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur national de WANEP Bénin. En face de vous, il y avait Zéphirin Ouga. Il est philosophe de formation et activiste sur les réseaux sociaux.